Il y a une réalité, c'est que il y en a marre de voir des femmes souffrir, des enfants, des nourrissons souffrir, voire mourir, au nom de cette fameuse tradition, au nom de cette culture. Ah non, madame, relève la tête parce que ce que tu fais là, c'est juste incroyable. Vraiment, j'insiste, c'est le ici et le ailleurs. Hello! Aujourd'hui, c'est un épisode un peu à part. D'habitude, ici, je raconte des portraits de femmes avec une écriture très narrative, très pensée comme un récit. Mais pour cet épisode, j'ai eu envie de laisser plus de place à une parole directe. Parce qu'à l'occasion du Podcaston, un événement caritatif international qui propose aux podcasteurs et podcasteuses de mettre leur micro au service d'une association, j'ai choisi de tendre le mien à la Fédération GAMS. Mais avant de commencer, je préfère vous avertir. Dans la conversation qui suit, on va parler de sujets sensibles, comme les mutilations sexuelles féminines. Certains passages peuvent être difficiles à entendre. Donc surtout, n'insistez pas si vous pensez que ce n'est pas pour vous. Bonjour Alisata, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr, Camille, bonjour. Alors, je suis Alisata Ndiaye, directrice régionale pour la Fédération GAMS pour la région Paris-Île-de-France. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, comment tu présenterais la Fédération nationale GAMS en quelques mots? La Fédération GAMS veut dire Groupe d'abolition contre les mutilations sexuelles féminines, qui lutte donc contre les traditions néfastes autour du mariage forcé et les mariages précoces. Donc c'est une association qui existe depuis 1982. La question de l'excision est apparue assez rapidement car des femmes avaient fait exciser leurs enfants ou en tout cas certaines souhaitaient ne pas faire exciser leurs enfants et ont demandé de l'aide aux professionnels de santé et des professionnels de santé qui découvraient aussi fin des années 70, début des années 80 cette pratique. Cette rencontre a fait que l'association s'est créée autour de la prévention, de la sensibilisation, Pas de souci. autour de ces sujets-là, l'excision et le mariage forcé, car malheureusement, il y a une corrélation d'une tradition néfaste à une autre. Et pourtant, malgré des décennies de mobilisation, il y a une chose qui revient encore, le silence. Il reste tabou et encore secret, malgré ce qui est véhiculé pour les personnes qui sont pour la pratique de l'excision, donc autour de la tradition et de la culture. Il y a aussi cette ambivalence. Quand quelque chose est beau et joli, on n'a pas à le cacher, surtout autour de la culture et de la tradition. Donc à partir du moment où il est caché, il est mis sous silence, c'est qu'il y a quelque chose qui est négatif, qui est mauvais, qui est peut-être voire même malsain. On peut mettre beaucoup de superlatifs derrière. Toujours est-il qu'il est nécessaire et déjà à travers les pionnières aujourd'hui que je représente, que je prends le relais, et certaines sont encore à 70 ans passés sur le terrain à militer, à accompagner et à former. Il y a une réalité, c'est que il y en a marre de voir des femmes souffrir, des enfants, des nourrissons souffrir, voire mourir, au nom de cette fameuse tradition, au nom de cette culture qui, soit disant en passant, est belle. C'est vraiment, j'ai envie de dire, une frange de cette tradition qui est dénoncée parce que force de constater qu'elle est, elle est néfaste. Elle est néfaste pour la femme, elle est néfaste pour l'enfant, elle est néfaste pour les filles. Et elle est aussi néfaste pour l'homme, quoi qu'on en dise. Mais c'est en parlant et en dénonçant, au-delà de la pratique, les répercussions, les difficultés, qu'on pourra bouger le curseur. D'accord. Oui. Voilà. Parce que cette tradition néfaste, elle existe depuis toujours. Oui. C'est-à-dire elle existe même avant l'arrivée des religions. C'est ça, oui. À la fois, c'est vertigineux, parce qu'on se dit, en 2026, avec ma voix, avec nos voix, avec nos associations, parce qu'il y a différentes associations qui luttent. Mais attends, comment en 2026, on veut lutter contre des pratiques qui existent depuis des millénaires? Mais elles bougent, ça bouge. C'est-à-dire que quand je vois les femmes avec qui je travaille, qui luttent depuis 30, 40, 20 ans, on voit que ça bouge. Donc, ton échelle, tu vois déjà un changement moi déjà, à mon échelle, je vois déjà un changement.
Et elle voit aussi un changement. Donc on peut pas s'avouer. Oui, on peut pas s'avouer vaincu. On peut pas s'avouer vaincu. Et c'est-à-dire que ça soit la nouvelle génération qui porte la voix contre les mutilations sexuelles féminines, et des hommes et des femmes de générations un peu plus anciennes qui elles aussi osent pousser la porte et prendre le micro ou de dire non en fait ça suffit. Il n'y a pas plus intime que l'appareil génital de la femme. Il n'y a pas plus tabou. En termes d'intimité pour une femme, je vois pas à travers notre corps ce qu'il y a de plus intime à pouvoir évoquer sur la place publique et même dans l'intimité avec des copines. C'est pas tous les jours qu'on parle de notre vulve. Non. On est d'accord. Ça commence, mais c'est clair, mais ça reste encore un sujet pour beaucoup qui sont pas à l'aise. Exactement. Donc on va parler de difficultés autour des règles, mais ne serait-ce que quand on a une infection, une IST, c'est pas tout le monde qui va dire tiens autour d'un café on va parler de nos IST. Non. Et justement, en t'écoutant, je me rends compte qu'on utilise beaucoup le mot excision, mais sans forcément mesurer ce qu'il recouvre concrètement. Donc quand tu parles de mutilation sur un enfant, parce que c'est souvent sur un enfant, une adolescente ou un bébé, et que tu as une femme adulte, et que tu te projettes, tu la regardes, et tu dis mais attends, mutilé, mais ça veut dire quoi? De quoi il s'agit? Il s'agit de quoi? L'ablation du clitoris, et ou des petites lèvres et des grandes lèvres, recousues ou non. Déjà à l'écoute, c'est une violence inouïe. Maintenant, une fois que tu l'as entendu, t'essayes de mettre des images dessus. Mais déjà, psychologiquement, tu sais, t'as un truc de protection qui dit « Ah non, je peux pas. Je peux pas l'imaginer. Je peux pas le concevoir. » Parce qu'on a déjà mal. C'est-à-dire que t'en as certaines, et moi, parfois, ça m'arrive en formation, à serrer les jambes, à l'évoquer, à quelque chose comme une forme de protection où tu serres tes cuisses. Inconsciemment. Ça fait réagir, tu vois. Et puis la vulve, c'est hyper sensible, quoi. Ne serait-ce que autour de l'épilation, on souffre toutes. C'est clair. Tu vois. Donc imagine, je te dis là, ils ont pris une lame ou un ciseau et ils ont coupé. On parle de l'excision. Libérer la parole autour de ça, c'est déjà un acte extrêmement courageux. Surtout que du coup, je te remercie de m'avoir envoyé le podcast aussi, j'ai pu écouter d'autres témoignages. Et il y en avait une, par exemple, qui parlait du fait qu'elle n'était même pas consciente qu'elle avait été excisée. Et du coup, ça m'a vraiment impressionnée de me rendre compte que, en effet, c'est tellement un non-sujet qu'au final, les personnes, donc elle a été excisée vraiment nourrisson, finalement, je pense. Et elle n'en a aucun souvenir. Et du coup, elle a grandi tout le temps, même en allant chez des gynécologues ou quoi. Personne ne lui a rien dit parce qu'on pensait qu'elle était au courant. Mais du coup, elle a attendu la milieu de sa vingtaine avant de se rendre compte qu'en effet, elle avait été excisée. Du coup, c'est aussi important d'en parler parce que parfois, même des personnes concernées ne sont pas conscientes qu'elles sont concernées aussi, quoi. Clairement, on a plusieurs cas de figure. C'est-à-dire que quand je dis bébé, au plus jeune âge, l'excision se fait sur un nourrisson de 7 jours. Waouh. 7 jours. 7 jours. On s'aperçoit là depuis plusieurs années, pour passer à travers les radars, parce que y a beaucoup de pays où c'est interdit. Il y a une interdiction, il y a un cadre législatif. Donc pour passer sous les radars, ils le font sur des enfants de moins de 5 ans. Donc après, le psyché va bloquer des informations, parce que ça fait partie des violences pour sa construction. Et la jeune fille, l'enfant va grandir sans comprendre exactement ou se rappeler ce qui lui est arrivé. Les souvenirs peuvent ressurgir à l'adolescence, voire à l'âge adulte, en fonction des événements qui peuvent réveiller le traumatisme. Du coup, nous, on a des jeunes filles, donc des adolescentes, quand je parle de jeunes filles, des adolescentes, qui vont découvrir, qui sont sur le territoire français, dans le cadre de leur cours. En SVT, par exemple. Quand elle est chez moi. Voilà. Ou lors de forums santé, où tu vas avoir des associations comme la nôtre, qui viennent faire de la prévention et de la sensibilisation. Qui vont se poser des questions en se disant, mais attends, ça me parle. Tiens, il y a quelque chose autour de cela. Est-ce que je suis concernée? Est-ce que je suis pas concernée, etc. Après, tu as un autre cas de figure comme tu l'as énoncé, c'est-à-dire que tu as des femmes qui vont grandir, qui vont avoir une vie classique, où ça va pas du tout être abordé au sein de la famille.
et qui vont avoir un suivi médical et qui vont avoir un problème gynécologique ou un suivi ou pas de problème gynécologique, qui vont avoir un suivi gynécologique à travers une grossesse, à travers la contraception, peu importe. Et là, ça dépend du professionnel qu'ils ont en phase 2, ça va être énoncé ou pas. Ça dépend de la démarche de la personne. C'est-à-dire que tu peux venir consulter pour, admettons, un suivi de grossesse et on t'apprend que tu es excisé. Quand c'est le début de ton suivi de grossesse, avec toute l'excitation potentielle que la personne elle est ok et ravie d'être enceinte, le professionnel il va peut-être pas lui dire au premier rendez-vous, Madame, est-ce que on va lui l'interroger là-dessus. Tout dépend. Mais il va prendre le temps de discuter avec sa patiente et de voir en quelle mesure elle connaît son corps ou pas, ce qu'elle le sait ou ce qu'elle sait pas. Tâter le terrain un peu. Exactement. Parce que c'est violent. C'est Parce clair. que tu sais pas si elle est au courant ou pas. Et après, des professionnels, même si c'est des professionnels de santé, il y en a qui sont pas formés et il y en a qui sont absolument pas à l'aise sur le sujet. Ils savent pas quoi dire, comment le dire. Et d'autant plus, si la femme elle a eu déjà des grossesses précédentes, ils vont partir du principe, et c'est un raccourci en se disant, elle n'est pas sa première grossesse, elle a un âge avancé, c'est sûr qu'elle le sait. Donc je vais pas aller aborder un sujet aussi sensible et à la fois tabou, parce qu'elle n'est pas là pour ça. Ouais. Et que si elle veut en parler, la patiente va en parler elle-même. Sauf que c'est doublement violent. Ces femmes-là sont très en colère après contre le personnel médical en disant mais comment ils ont pu ne pas me le dire. Donc ils viennent nous voir en disant mais je comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas dit, etc. Voilà, donc aujourd'hui de plus en plus de professionnels ont conscience qu'il y a aussi des relais associatifs, des professionnels de santé qui sont spécialisés et qui peuvent vous orienter. Donc annoncer et être accompagnés par des structures qui sont formées et sensibilisées là-dessus. C'est aussi ça notre travail. Donc oui, aussi difficile que ça peut être, y en a qui le découvrent. Et puis c'est aussi compliqué pour des jeunes filles qui le découvrent dans leur adolescence et qui sont plus ou moins dans les premiers émois de leur vie sentimentale et de se projeter mais comment ça va se passer dans ma relation intime avec mon copain ou mon futur copain qui n'est pas ni de la culture ou de la culture mais qui ne sait pas du tout que ça existe parce que c'est un garçon, parce que c'est pas de la même origine ou autre. Et là aussi c'est comment on accompagne ces jeunes filles. Que déjà c'est d'une violence entre guillemets pour une femme, on va dire sans ces soucis-là en plus, de montrer cette moi je pense que tout le monde est d'accord sur les premières fois qu'on a eu nos premiers ébats ou nos premiers rapprochements sexuels. On grandit avec le fait d'avoir vraiment honte de montrer cette partie du corps. C'est donc ça. là en plus rajouter ça et en plus en pleine période de construction finalement, ça doit être en effet très compliqué. Et imagine que certaines jeunes filles, elles ne connaissent que leur vulve. Elles n'ont pas regardé, elles connaissent pas ce que c'est qu'une vulve intacte, non mutilée. Donc t'en as certaines où c'est l'homme, leurs petits copains qui vont leur apprendre. Ouais, c'est violent. Depuis tout à l'heure, on évoque pas mal de choses et je pense que c'est important de le préciser, mais on a souvent cette image de c'est un problème d'ailleurs, entre guillemets, où ça ne nous touche pas ici en France, où c'est très niche, c'est très... ça touche pas tant de monde que ça. Si je retrouve les chiffres que je m'étais un peu notés... 230 millions de femmes dans le monde. 230 millions de femmes dans le monde. Et je crois qu'en France, en 2025, parce que justement, du coup, ils ont sorti les chiffres, le Paris a fait Paris, c'est 139 000 de femmes excisées en France. Exactement. Donc c'est vraiment pas niche, c'est vraiment pas ailleurs. Absolument pas. Et c'est le ici et ailleurs. Vraiment, j'insiste, c'est le ici et le ailleurs. C'est-à-dire que si on revient un petit peu sur mes propos de tout à l'heure où je te disais que ça existe depuis des millénaires, pas que sur le continent africain. C'est-à-dire qu'en France, en l'occurrence, donc en Occident, en Europe, ça existait.
et plus particulièrement en France, entre le 18e et le 19e siècle, ça se pratiquait sur des femmes caucasiennes. Donc on va utiliser les termes, donc quand on parle de caucasienne, pour pas qu'on ait d'amalgame ou d'incompréhension, sur des femmes à peau blanche. Oui. D'accord ? Donc les personnes qui étaient excisées, mutilées, c'était des femmes pour différentes raisons, des femmes lesbiennes, des femmes hystériques, des femmes d'ivolage, des femmes avec des problèmes d'idiotie, et des femmes pour qui, par exemple, mal de dos. Ah oui, un simple mal de dos. Voilà. Ou une femme infidèle. Oui. Donc le mari va décider de l'emmener et soigner son infidélité. Le père, le frère, va décider d'emmener sa fille, sa sœur, se faire soigner de son hystérie, de son homosexualité, etc., etc. Oui. Et voilà. Les évolutions sociétales, quelles que soient, où que ce soit, ça existe depuis toujours et de tout temps. Donc, c'est pas parce que aujourd'hui, au siècle où nous sommes, que ça n'existe plus autour des femmes caucasiennes, que dans les autres sociétés, la pratique devrait aussi s'arrêter. On avance avec sa communauté, avec son temps, de différentes manières. Il y a des choses qu'on laisse, il y a des choses qu'on arrête. Il y a une régression, il y a des retours en arrière. Donc je te parle de la France, de l'Europe. C'est 144 millions de femmes excisées sur le continent africain, 80 millions en Asie. Et donc pareil, en Asie, les gens, quoi ? Qu'est-ce qu'elle dit la dame ? Je dis oui. La dame, elle vous dit qu'en Asie, ça se fait. En Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande, ça se pratique. Et là, c'est pas forcément des images comme on pourrait l'entendre de personnes sanguinaires, barbares. Non, là, c'est des professionnels de santé quand même. Oui. Ou des tradis praticiens. Donc, quand t'as des médecins, des sages-femmes, des infirmières qui excisent, donc c'est pas des gens où on pourrait se dire c'est des incultes, ils savent pas, ils ont rien compris. Pardon. Au Moyen-Orient, c'est quoi ? C'est 60 millions. Donc, si je dis pas de n'importe quoi, j'ai plus tous les chiffres en tête. Mais on parle de millions. Et donc, sur les 6 continents, il y en a 5 qui sont touchés. Oui, et derrière ces chiffres, il y a aussi tout ce que ça produit très concrètement dans la vie des femmes, jusque dans l'intime. Oui, évidemment. Évidemment, les raisons évoquées, c'est pour les hommes. Et des hommes demandent à prendre en mariage des femmes qui sont excisées. Mais parce qu'ils ont des idées préconçues, des idées erronées. Et quand ils ont des femmes qui sont excisées, c'est aussi ça qu'il faut que je précise aussi. Les femmes, elles vont pas dire qu'elles ont un problème quand elles ont un rapport intime avec leur compagnon, avec leur mari, qu'elles ressentent rien. Elles vont pas dire que c'est douloureux. Elles vont pas dire forcément que c'est à cause de l'excision qu'elles sont stériles. Ouais. Voilà. Et les messieurs, il y en a certains. La femme, elle a le statut de femme. Je l'ai épousée. Elle me donne des enfants. Point barre. La relation sexuelle, c'est de la procréation. C'est pas simplement on est dans le kiff. Ouais. Alors oui, il y a ça, mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Peu importe la nationalité ou l'origine. C'est quelque chose de mondial. C'est pas, c'est un problème de genre. Oui. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des femmes qui sont excisées, qui n'ont pas de problème. Qui n'ont pas de problème de douleur, qui sont pas stériles, qui ont du plaisir, qui n'ont pas de problèmes médicaux. Il y en a quelques-unes, et oui, elles vont pas forcément prendre le micro et de dire bon, moi je suis excisée et j'ai pas de problème. Elles n'ont pas envie de se mettre en lumière là-dessus. Et nous, nous en rencontrons. D'accord. Et donc c'est important de le dire. Mais évidemment, celles qui souffrent, celles qui meurent, ces enfants qui meurent, ces enfants qui souffrent au quotidien, ces femmes qui souffrent au quotidien, peuvent pas aller dans les toilettes publiques de manière aisée, parce que c'est compliqué, parce qu'elles attrapent à un moindre espace collectif public une infection. Non. Pour elle, c'est un calvaire. Porter une culotte classique sans regarder l'étiquette et comment est la composition de la culotte. Une personne qui a pas de problème d'infection quotidienne, chronique, etc., ne se pose même pas la question. Maintenant, tu as beaucoup de femmes qui sont excisées, qui vont privilégier le coton ou qui vont pas mettre de culotte, qui vont préférer les robes, parce que le frottement sur les cicatrices, en plus les zones cicatricielles, s'il y a des fistules, s'il y a des kéloïdes, etc., mais t'imagines,
Ouais, c'est notre vie, ouais, c'est complètement... Et des femmes se refusent parfois à leur compagnon, à leur mari, elles veulent au début et après elles refusent parce que... Voilà. Trop de complications. Et donc, ça touche clairement l'intégrité de la femme, quoi. Et on ne se rend pas toujours compte de ce que ça représente pour celles qui, à un moment, disent « ça suffit ». Et j'ai des femmes qui ont pu témoigner, qui n'ont pas été excisées, qui ont été dans des groupes de parole, ce qu'on appelle nous des causeries, qui ont pu témoigner en disant qu'elles ont été protégées par leur mère. Et quand elles voient que les femmes qui sont à côté, certaines femmes à côté, elles ont été excisées, elles se disent mais oh mon Dieu, j'en avais conscience, mais aujourd'hui je prends encore plus conscience que ma mère, ce qu'elle a fait, c'est juste incroyable. Incroyable. Elle m'a sauvée et elles se rendent compte que toutes ses sœurs, elles ont été sauvées parce que une mère s'est dressée contre une coutume, une pratique. Il faut le faire. Je t'assure que c'est pas simplement... et c'est ça qui est important de comprendre, c'est-à-dire que les mères, les pères sont pas tous favorables. Oui. Hein, ça peut être un beau-parent. Donc c'est la belle-mère, donc la grand-mère maternelle ou la grand-mère maternelle. Ça peut être la grande sœur, donc la grande tante qui va le décider. Ça peut être un chef de village, donc qui est apparent à un maire, pour nous un préfet, qui va dire bah voilà la saison de l'excision va démarrer à telle date, les vacances scolaires vont arriver, les petites filles vont être excisées. Et on parle pas de 5, on parle pas de 10 filles, on parle de 20, 30, 40, 50 petites fillettes qui vont être excisées. Et toi tu te dresses contre ce chef et toute la communauté, tout le quartier, tu vois, ta famille en disant mais non, moi ma fille non. Ouais. Ça demande, puis encore plus, comme tu disais, quand elles vont jusqu'à quitter leur pays et tout, c'est des sacrifices qui sont... Mais oui, tu te retrouves devant une assemblée et non. Et chacun à leur tour, ils viennent te voir et te mettre des pressions. Ton compagnon, ton mari, il vient, il va peut-être aussi potentiellement te frapper, te dire que tu es irrespectueuse vis-à-vis de sa mère et que tu dois le faire parce que c'est la tradition, point barre. T'as pas de plus d'arguments que ça. Ouais. Et ta mère, elle va venir te dire, mais tu vas le faire parce que tu nous mets la honte. Ton père va me répudier, va me divorcer parce que tu veux pas. Et de toute façon, ton enfant, c'est notre enfant à tous. On n'est pas sur nos dictats, c'est-à-dire l'autorité parentale, c'est père-mère. Là, l'autorité parentale, c'est tout le monde qui l'a sur cet enfant. Ouais. Et cet enfant doit être honoré. Honore la famille. Et c'est pour la préparer pour son futur. Que quand demain, un homme va venir, il pourra dire qu'elle est bien éduquée, qu'elle est vierge, qu'elle est pure. Et ça passe par cet acte-là. Et toi, tu peux dire ce que tu veux, c'est pas toi qui vas décider. C'est ça. Je pense que c'est aussi peut-être important de dire qu'il y en a beaucoup qui font ça aussi à leurs filles, parce que, en fait, c'est pour leur permettre un meilleur avenir, parce que dans la culture qu'elles ont, les traditions qu'on peut évoquer, parfois, si tout le village est excisé, être la seule qui ne peut pas être excisée, elle peut être rejetée de... Elle est rejetée. Elle est rejetée par tout le monde, et du coup, c'est pour être sûr que elle n'ait pas de soucis. Donc mais bien sûr, elle est rejetée. Et c'est-à-dire que quand elle n'est pas excisée, c'est-à-dire que la mère... Faut savoir que généralement, une bonne partie d'entre elles, les mères, elles ne le savent pas. On leur enlève, pendant que toi, tu es en train de prendre ta douche, tu es parti au marché, on prend ton enfant et on le fait. Tiens, j'emmène la petite, on va aller au marché, on va faire une course, etc., etc. Toi, de manière crédule, ok, vas-y. Tu la ramènes, elle est excisée. Waouh. Quand elles seront plus grandes, des pré-ados, admettons, qu'elles rentrent, elles reprennent leur scolarité, l'école, etc. Commencent à chuchoter, elles sont en train de discuter. Ouais, ça y est, moi j'ai eu ma cérémonie. Pour celles qui passent par le rituel de l'excision, moi j'ai eu ma cérémonie, etc. Mais toi, je vais pas te fréquenter parce que t'as pas été excisée, parce que t'es impure, parce que t'es potentiellement une fille facile. Ouais. Et donc, cette jeune gamine va être mise au banc de la société. Dans la classe, personne va vouloir traîner avec elle, la fréquenter, lui parler, parce qu'elle n'a pas été excisée. Les mères vont voir sa mère, vont croiser, vont pas lui dire bonjour, vont dire mais vas-y, toi t'es une femme facile. Ouais. Ou toi de toute façon tu peux pas comprendre, t'es pas excisée, t'es une impure. Ouais. Une fois, 2 fois, 3 fois. Alors tu peux te dire que tu t'en fous, mais quand c'est au corps d'une cité, d'une société, on voit bien les méfaits du harcèlement scolaire. Donc tu déplaces un peu le problème, c'est pareil. Il y a violence dans tous les cas. Exactement. Et l'homme, là on va dire oui, l'homme il fait quoi? Mais le père, il va se réfugier dans ça c'est pas mes affaires, c'est des histoires de femmes. C'est pour ça, tu vois, quand on parle de patriarcat, non, ça c'est des histoires de femmes, tu vois.
Donc la discussion, elle est close. Ouais. Et puis si la femme, elle résiste un peu trop, le père, il dit que c'est une histoire de femme, il va te regarder, il va en forme d'injonction. Je fais non, mais en fait, c'est l'éducation, c'est comme ça que ça se passe. C'est toujours passé comme ça, c'est pas toi aujourd'hui. Qui va tout remettre en cause. Exactement. Exactement. Mm. Et à contrario, tu as des hommes, ici et ailleurs, qui vont dire, vous touchez pas ma fille. Si vous la touchez, j'irai porter plainte, j'irai à la gendarmerie, j'irai à la police. Vous ne touchez pas à mon enfant. La pression est trop forte, il prend sa femme et sa fille, il la fait fuir. Ou il prend femme et enfant et ils fuient ensemble. D'accord. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec des hommes qui sont là, qui font des démarches administratives pour protéger leur fille, pour pas un retour au pays. Parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ont conscience, parce qu'ils ont compris de quoi il s'agissait. Et tu as des hommes qui, après le mariage, en ayant une vie intime, de se rendre compte des méfaits de l'excision. Et là, ils nous le disent. Hein. Moi, je savais pas que c'était ça. Je ne comprenais pas. Je savais même pas que ça se pratiquait de cette manière-là. Ils disent, mais non, c'est pas possible. Donc, la difficulté, pour rebondir, et là, tu as un conflit de loyauté, c'est-à-dire quand les anciens de la famille, on va dire, décident qu'il est temps, ou c'est le moment d'exciser la petite, d'aller porter plainte. Parce que dans beaucoup de pays, il y a des lois qui l'interdisent. Et là, tu as ce conflit de loyauté en disant tout de suite, mais je peux pas, je vais mettre ma famille dans des problèmes, je veux pas qu'ils aillent en prison, etc., etc. Donc, ils peuvent pas dénoncer. Et pour ceux qui dénoncent, qui tentent de dénoncer, c'est les autorités qui leur disent, mais vous avez pas honte ? Vous êtes prêt à mettre votre grand-mère, votre mère, votre sœur en prison ? Allez-vous-en, sortez de là, c'est vous que je vais mettre en prison. Waouh, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à ce côté-là aussi. Mais... Donc quand on leur demande, mais vous les avez dénoncés, mais dans votre pays, il y a des lois, mais des fois les gens s'insurgent. Et je leur dis, mais attendez, au même titre où nous, ici en France, une femme qui est victime de violence, comment elle est reçue ? Ouais. Et parfois, on hallucine des retours qu'on peut avoir, des femmes qui vont tenter porter plainte, on leur dire mais revenez demain, non mais vous l'avez pas cherché, mais qu'est-ce que vous avez fait, etc., etc. Partout pareil. Ouais. Différemment, mais c'est partout pareil, peu importe la société. C'est pour ça que c'est important de faire des allers-retours sur le ici et sur le ailleurs. Que oui, il y a des lois, mais c'est pas parce qu'il y a des lois qu'elles sont toutes respectées. Oui. Et quel que soit l'acte qui est posé, le plus horrible, le plus barbare, tout ce que tu veux, l'être humain, dans toute sa splendeur. D'ailleurs, comment ça se passe si aujourd'hui j'apprends qu'un proche ou moi-même je suis concernée par cette question et je prends le contact avec vous, comment ça va se passer un peu la mise en contact, comment va se passer l'accompagnement J'ai envie de te dire, c'est vraiment au cas par cas, mais de prime abord, coup de téléphone, mail, réseau, DM, il y a un échange téléphonique dans un premier temps pour voir quel est l'objet, en tout cas, de l'appel, parce que, comme je te disais, on est sur les mariages forcés aussi. Et tu mets une voix sur un sujet, tu vois. Oui. Donc, l'accueil, moi, personnellement, c'est vraiment mon credo. Et la Fédération GAMS aussi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. L'accueil, la qualité d'accueil, d'écoute que tu as pour cette personne qui décroche son téléphone ou qui t'écrit, c'est important de bien prendre ça en considération. Et après, on voit ce que la personne, elle veut ou ce qu'elle veut pas, ou ce qu'elle ne sait pas. Parce que parfois, elle sait pas exactement ce qu'elle veut. C'est juste, pour elle, c'est un sujet. Et lui proposer, écoutez, un rendez-vous. Et une fois qu'elle vient, on lui laisse la liberté de dire ce qu'elle a envie de dire, de l'interroger afin de mieux comprendre quelle est sa situation et en quoi on peut l'aider. D'accord. Et en fonction de ce qu'elle pose, je vois quelles sont les réponses que j'ai, les réponses que je n'ai pas, et que je dis clairement, alors ça je sais pas, et de dire, écoutez, moi j'ai pas la réponse, par contre, ce que je peux faire, c'est de chercher, m'assurer et revenir vers vous pour vous apporter des points d'éclaircissement, des orientations possibles. Et c'est appeler avec, si elle le souhaite, qu'on fasse la démarche d'appeler ensemble ou de lui laisser le temps de réflexion et lui laisser le numéro de téléphone et lui dire écoutez, vous pouvez appeler vous-même. C'est vraiment au cas par cas de son besoin. Parce qu'elle peut venir te voir. Moi, il y a une dame qui a pris rendez-vous là récemment, qui veut être reconstruite, qui veut faire appel à la reconstruction chirurgicale. Elle avait
tenté quelquefois faire des démarches auprès de professionnels de santé et ça n'a jamais abouti. Elle s'est pas sentie assez mise en confiance. Elle a découvert notre association à travers une association partenaire. Elle m'a rencontrée à certains événements et ça l'a mise en confiance. Et donc c'était il y a 2 ans, si ce n'est pas plus, la première fois qu'elle m'a rencontrée. Et c'est aujourd'hui, mais véridique, de manière factuelle, c'est aujourd'hui qu'on a posé le rendez-vous. Ah, c'est une bonne nouvelle, c'est super cool. Ouais. Mais c'est pour te dire qu'il y a tout un cheminement. Ouais, que la personne soit prête. Exactement. Et ça, personne ne peut influencer cette démarche. C'est propre à chacun. Non. C'est comment elle se sent prête, comment elle en a envie. Si une personne qui nous écoute se reconnaît dans ce que tu décris ou reconnaît quelqu'un de son entourage, quel serait le tout premier pas à faire selon toi ? Selon moi, contacter une association comme la nôtre, nous appeler ou nous faire un DM sur les réseaux sociaux ou nous faire un mail et échanger. Voilà, de pas hésiter. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de honte à avoir à nous contacter ou une association sœur parce que on sait par quoi elles sont passées, que nous travaillons depuis plus de 45 ans sur ce thème-là. On a toujours ce souci de bienveillance et d'avoir une écoute active. Si on peut répondre à une question ou si ne serait-ce que apporter une écoute, un conseil, ou ne serait-ce qu'elle souhaite déposer juste sa colère, son mécontentement, son interrogation, qu'elle le fasse sans hésitation, que ce soit au GAMS ou quelle que soit l'association. J'ai envie de te dire que, et si elle a un doute, qu'elle n'hésite pas, qu'elle aille sur notre site. Il y a un annuaire où, en fonction de là où elle se trouve, elle trouvera une association ou un hôpital ou une unité de soins qui pourra lui répondre, qui pourra la recevoir, qui pourra également la conseiller. Faut vraiment pas hésiter. D'ailleurs, je précise, mais on va mettre tous les contacts dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas à les voir. Au cas où, je préfère dire aussi à l'oral comme ça. Oui. Donc c'est contact@fédérationgams.org et le numéro de téléphone c'est le 01 43 48 10 87. C'est ça. On est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi. Le secrétariat est ouvert de 9h à 10h et de 14h à 16h, sauf le mercredi après-midi, le vendredi après-midi. Et après, il y a un portable aussi, je te redonnerai, je le connais pas par cœur, sur lequel on peut nous contacter également. Et les réseaux sociaux aussi. Et les réseaux sociaux, on est sur les différents réseaux sociaux, de Instagram à Facebook, à TikTok, à X et à LinkedIn. Bah, il y a plus d'excuses. Non. Normalement, sur le moteur de recherche, même si vous retenez pas le nom, vous savez plus comment c'est s'orthographie, etc. Tapez association de lutte contre les mutilations sexuelles féminines, on apparaît assez rapidement. D'accord. Et pour tous les autres, pour celles et ceux qui ne sont pas directement concernés, mais qui veulent soutenir, comment on peut aider le GAMS aujourd'hui ? Pareil, ne pas hésiter à nous contacter. Nous sommes toujours à la recherche de fonds, donc tous les dons sont les bienvenus, bien évidemment déductibles des impôts. Voilà, sur notre site internet, il y a un formulaire que les personnes peuvent télécharger, remplir avec un paiement instantané en PayPal qui permet en tout cas d'aider le fonctionnement de l'association. Après, pour les personnes qui veulent venir soutenir à travers des actions coup de poing, parce qu'on fait des actions dans l'année, des rassemblements ou venir sur les rangs du GAMS ou des associations qui luttent. On a toujours besoin d'aide. Alors c'est pas tout le temps, mais toutes les bonnes âmes sont les bienvenues. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je tiens à préciser, mais 1 euro, ça aide beaucoup aussi. Oui. Parfois, on réalise pas parce qu'on se dit mais vraiment juste 1 euro, c'est déjà beaucoup. Donc n'hésitez pas du tout, même si on a tous chacun nos portefeuilles. Bien sûr. Ouais. Mais voilà, pas dire il n'y a pas de petits dons. Non, il n'y a pas de petits dons. Est-ce que, pour toi, j'ai oublié une question? En tout cas, il y a quelque chose d'important que tu aimerais évoquer aussi et dont on n'a pas encore pu parler ensemble. Ce qui est important, qu'on n'a pas évoqué, c'est la génération d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui doit être informée que cette pratique, elle existe, qu'elle soit concernée directement ou indirectement. C'est-à-dire que, à la fois, les jeunes filles doivent être informées que la pratique existe pour celles qui ont des origines dans les pays étrangers où ça se pratique encore.
et peut-être pas forcément dans la capitale de leur pays d'origine, mais dans les villages, dans des contrées lointaines. Donc c'est important pour qu'elles soient vigilantes et qu'elles puissent l'énoncer, c'est-à-dire de dire je sais que dans mon pays d'origine, ça se pratique encore. C'est pas parce que ça se pratique encore qu'elles sont forcément concernées, parce que peut-être que dans leur famille, ça se pratiquait et que ça ne se pratique plus, que peut-être que dans leur famille, ça se pratique et qu'elles ne le savent pas. Donc de pouvoir l'énoncer, c'est de prévenir leur famille, de dire « moi je sais que dans notre pays, ça se pratique ». Comment on se positionne, comment vous vous positionnez. Parce qu'au-delà de la prévention, il y a aussi autre chose d'essentiel, ne pas enfermer ces femmes dans ce qu'elles ont vécu. Une personne n'est pas réduite à ce qu'elle a vécu, que ce soit la chose la plus horrible au monde. Voilà, c'est pas de la réduire à cet acte. Tous les jours, quand je les rencontre, elles me démontrent que ce que je pense, c'est réellement ça. C'est qu'elles ne sont pas que victimes, elles ne sont pas que des femmes vulnérables. Dans la vulnérabilité, il y a une force qui est inouïe, qui est même admirable. Moi, j'ai pas honte de dire que parfois, à travers des parcours de vie, je regarde les dames et je suis admirative. Où je peux leur dire, mais moi, je suis même pas sûre de pouvoir faire le quart de ce que vous avez fait, d'avoir la force de faire ce que vous avez fait. Pour celles qui fuient leur pays, leur famille, leur mode de vie, et de recommencer tout à zéro et de n'avoir rien. De n'avoir plus rien, plus aucun soutien émotionnel, familial, c'est extrêmement dur. D'être complètement isolé, c'est extrêmement dur. D'autant plus quand on est dans des sociétés où on vit en communauté, on fait communauté. Je pense qu'on peut même pas comprendre. Non. Donc, tu vois, par moments, quand elle flanche, quand elle se dénigre, ah non, madame, relève la tête parce que ce que tu fais là, c'est juste incroyable. Et ce que tu fais pour ton enfant, ce bébé qui est à côté, qui est en train de jouer, cette petite, celle que tu es en train d'allaiter pendant qu'on parle, tu leur ouvres une perspective d'avenir meilleure. Et tu brises un schéma. C'est des héroïnes. Vraiment, en tout cas, merci du fond du cœur pour ton temps, pour toutes ces explications, pour en avoir parlé, pour le temps que tu donnes aussi pour toutes ces femmes et ces familles. Et j'ai pas les mots. mais je t'en prie. Je te remercie et désolée pour ma voix cassée. J'étais un peu malade aujourd'hui, mais je tenais à maintenir et à faire ce podcast. Et encore une fois, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup ton témoignage en tout cas, et j'espère que les choses vont continuer à avancer dans le bon sens et qu'on pourra atteindre de plus en plus de personnes et enlever tout ce tabou aussi autour de ces sujets-là, parce que ça passe par là aussi pour lutter finalement. Tout à fait. On fait tout pour, on lâche rien. Merci Camille. Merci. C'est tabou, mais il faut en parler. C'est une des premières phrases qu'Alissata m'a dites quand je l'ai rencontrée. Et je crois qu'après cet échange, on comprend encore mieux pourquoi. Merci énormément d'avoir pris le temps d'écouter cette conversation. Parce que parler de ces réalités-là, les nommer et les entendre, c'est déjà participer à faire reculer le silence qui les entoure encore. Et j'ai aussi envie de remercier du fond du cœur toutes les femmes comme Alissata, celles qui chaque jour, souvent loin des regards, prennent le temps d'écouter, d'accompagner, de prévenir et de se battre pour que d'autres femmes n'aient plus à traverser ça seules. Je vous mets en description toutes les informations pour retrouver la Fédération GAMS, leurs contacts ainsi que des ressources pour aller plus loin. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à soutenir leur travail, par un don, même symbolique, ou simplement en parlant de leur association autour de vous. Et surtout, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est peut-être celle-ci. Vous n'êtes pas seul. Il existe des associations, des personnes, des lieux où l'on peut parler, être écouté et être aidé. Quel que soit le sujet, quel que soit le moment où l'on se sent prête. Ne lâchez rien.